Bonjour, chers frères et sœurs, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous allons poursuivre la présentation de l'ouvrage de Kino Kabore, de Huesse Kom et de Luku sur le bilan des recherches archéologiques en Côte d'Ivoire. Cet ouvrage a répertorié 410 sites archéologiques, 410 sites archéologiques. Vous voyez, plus de 410 sites archéologiques. Mais peut-être que cela n'est même pas exhaustif. Peut-être que cela n'est même pas exhaustif. Vous voyez. Et donc, il est nécessaire de poursuivre les recherches archéologiques en Côte d'Ivoire. Et quelquefois, ce ne sont que des sondages. Il faut des recherches approfondies. Et il faut aussi que le ministère de la Recherche ait une certaine attitude. Quand il y a des grands travaux et qu'on découvre des sites archéologiques, il faut appeler les archéologues, leur donner les moyens de faire les fouilles avant que les travaux ne puissent se poursuivre. Voilà. Alors, donc nous avons abordé, disons, la période proto-historique et historique. Voilà, la période proto-historique et historique. Voilà. Alors, je poursuis pour dire que la ville de Kong fait l'objet de fouilles archéologiques dans le cadre du programme national de la recherche archéologique qui a tenu compte de la répartition du pays en deux zones, la forêt méridionale et la savane septentrionale. Les résultats ont permis d'avoir une idée de la répartition spatiale et chronologique de cette cité urbaine. Le choix de Kong comme site type répondait à plusieurs raisons principales. Elle est connue comme étant l'un des plus anciens établissements humains de la Côte d'Ivoire. On l'identifie comme la troisième agglomération de tout l'Ouest ivoirien. Vous voyez, c'est important. Elle est considérée comme étant le centre musulman le plus ancien du pays, de renommée internationale. Enfin, elle suscite un intérêt scientifique national et international. Les travaux de Victor Diabaté qui datent de 1979. L'emplacement de l'ancienne cité de Kong n'est pas identifié de façon certaine par les sources orales et écrites. Par contre, la tradition orale mentionne les sites annexes de Labiné et Ténéguéra comme ayant été des centres importants artisanaux et commerciaux dans la cité de Kong. Les fouilles relatives à la ville de Kong ont donc été menées dans la ville actuelle de Kong et sur les deux sites satellites décrits par la tradition orale que sont Labiné et Ténéguéra. Labiné est situé au sud-ouest de la ville actuelle de Kong. Est considéré comme un site refuge d'artisans qui ont refusé la conversion à l'islam. Quant à Ténéguéra, aujourd'hui entièrement abandonné et situé à 9 km au sud de Kong, les traditions orales la considèrent comme un faubourg de la cité de Kong, lieu de résidence des fondateurs de Kong et autrefois densément peuplé. Donc cela veut dire qu'en fait, selon les traditions, Ténéguéra était en réalité la zone où était la famille impériale. C'était Ténéguéra qui était le centre du pouvoir. Vous voyez, c'est important. Et ça, c'est la tradition orale qui révèle cela. Les résultats des fouilles ont révélé plusieurs niveaux d'occupation et divers vestiges archéologiques. Des structures d'occupation à maisons rectangulaires à Labiné et à Kong, près de la mosquée, ainsi que des traces de maisons rondes ont été mises au jour, avec d'abondants vestiges céramiques. Au décor riche, complexe et variés sont également découverts sur les trois sites. Des objets en fer, en cuivre, couteaux, pointes de flèches, palettes, anneaux en cuivre, hameçons, anneaux en fer et des alliages, des monnaies françaises de 1926 et 1932 à Kong et un serpent en bronze sont
découverts sur le site de l'actuelle ville de Kong et à Ténéguéra. Les déchets de résidus du fer ont été identifiés en majorité à Labiné, considéré comme la zone des artisans. Des vestiges lithiques, c'est-à-dire en pierre, ont été également découverts, broyeurs de différentes formes et haches polies spécifiques à Labiné. Une perle en os a été découverte à Labiné. Des coris sont mis au jour à Kong et à Labiné. Des pipes à fumer, je vais vous montrer ça. Les pipes à fumer sont identifiées sur les 3 sites ainsi que des fusaïloles. C'est pas facile, hein? C'est fusaïol à Kong et à Labiné. Donc vous voyez, voici les pipes. Voici les pipes. Donc nos ancêtres connaissaient bien la pipe. Et ce sont des pipes qui ont été prélevées sur le site de Ténéguéra. Des objets spécifiques dont les fonctions sont indéterminées sont également mis au jour. Ce sont des objets en céramique en forme de croissant à Kong, de même qu'un objet en schiste amphibolite poli et un objet en os mouluré percé en forme cylindrique à Labiné. Plusieurs occupations situées à Kong ont fourni des dates 350, 120, 195, 85, 185, 90, 410, 90, 335, 85. Donc, qui s'échelonnent entre 1400 et 1800 après Jésus-Christ. Une datation au carbone 14 effectuée sur un charbon issu des couches profondes de Ténéguéra, 340-90, situe son occupation autour de 1470 après Jésus-Christ. Donc disons un peu après la deuxième moitié du 15e siècle. À Labiné, un charbon des niveaux profonds, 160-65, a donné une date de 1760 après Jésus-Christ. Notamment voir les travaux de Diabaté Victor en 1979 et de Coppens en 1979. Je pensais pouvoir finir aujourd'hui cet ouvrage, mais apparemment ça ne sera pas le cas. Selon l'auteur, les résultats des fouilles et les datations obtenues permettent de situer l'occupation de Ténéguéra avant celle de Kong et Labiné. Kong paraît être plus ancien que Labiné, dont l'occupation pourrait correspondre à une phase d'extension de Kong et constituer un quartier d'artisans. Diabaté 1979. Tout se présente en effet comme si les hommes se sont d'abord installés à Ténéguéra, puis à Kong, enfin à Labiné, qui corrobore certaines versions de tradition orale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une dynastie, une première dynastie, la dynastie de Lassisi, avant la dynastie de Ouattara. Voilà, c'est important. Une dynastie, la dynastie de Lassisi, qui était un peu d'extraction gourde, donc d'extraction sénoufou, si vous voulez. Le caractère urbain de la ville de Kong se met en place entre le 16e et le 18e siècle et s'impose par le biais du commerce entre les mondes sahéliens et soudanais, à l'interface des zones productrices de sel, de cola, d'ivoire, d'or, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, à partir de Kong, il y avait des relations avec, je peux dire, le Sahel et puis avec la partie forestière, où on avait des productions comme l'or, le sel, etc. Des recherches menées dans la zone de Mankono ont fourni des données sur des villages abandonnés. Mankono se trouve dans une zone de contact forêt, savane, et a été de ce fait un lieu d'échanges commerciaux et de brassage de population, effectivement. Les nombreux villages anciens répertoriés sont interprétés essentiellement comme ceux d'esclaves ou d'hommes libres. Bon, vous savez, hein, je préfère dire de captifs. Dans les villages d'esclaves, ou plutôt de captifs, on a encore des pans de murs et des tessons de céramique qui parsèment le sol. C'est le cas de Kamadougou, Guindou, Mouassoba, notamment voir les travaux de
Fofana Lemassou et de Bio Bernardine, date de 1987. Alors vous voyez ce contact et les brassages de population dont parle déjà ici l'archéologie, cet ouvrage d'archéologie. C'est réel. J'ai un jeune frère qui est professeur à l'université de Boaké, à l'université Alassane Ouattara. Il me disait que dans la région de Mankono, dans le pays Koyaka, mais beaucoup de peuples dans cette zone-là, les Koyaka, ont eu des brassages avec les gourous. Eu des brassages avec le gourou. Voilà. Il me disait même que lui-même, sa grand-mère est gourou. Effectivement, il y a eu beaucoup de brassages entre les gourous Kweni et puis les Malinké Koyaka. C'est ça la réalité, voilà, des faits. Et l'archéologie en parle ici. Des sites de la métallurgie du fer constitués d'amas, de scories et de tuyères sont très nombreux. En dehors des sites d'anciens villages d'esclaves, ou je préfère dire de captifs, de nombreux villages abandonnés ont été identifiés à Fizangouma, Bokoluema, Oussouguba et Guarana. On y a découvert de nombreux tertres, des restes d'activités liées à la métallurgie du fer, de la céramique, des pipes, des pierres polies. Le site d'Oussouguba a livré des sépultures où de nombreux squelettes affleurent au sol, notamment les travaux de Fofana Lemassou et de Bio Bernardine 1987. Vous voyez, j'ai préféré dire captif parce que en Afrique, celui qui est dans la captivité ne perd pas sa dignité humaine. Donc, on ne peut pas parler d'esclave parce que l'esclave, c'est celui qui a perdu sa dignité humaine. La zone forestière, les sites ruraux et les villages abandonnés sont très nombreux en Côte d'Ivoire et montrent qu'à des périodes données, les hommes de ces milieux se sont installés en tenant compte et en tirant parti du milieu naturel dans lequel ils évoluaient. C'est ainsi que les cours d'eau, les zones d'existence de minerais pour l'extraction de certains métaux, comme le fer ou l'or, les flancs de montagnes, les bords de rivières ou fleuves et les bords de mer ont été exploités par l'homme avec une structuration de l'espace qui se base sur ses besoins naturels, économiques, militaires, défensifs et stratégiques, etc. Et voilà que Nicolas de Boxer Sarkozy vient dire que nous Africains, nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Dans les zones côtières, forestières et préforestières, les prospections menées avec difficulté en raison du couvert végétal, souvent dense, ont néanmoins permis de découvrir des zones riches en vestiges de l'âge du fer. Voilà la réalité. Sur ces zones qui couvrent le sud et une partie du centre du pays, les vestiges découverts présentent la plupart du temps de gros blocs de scories mêlés à des restes de tuyères dont les structures de réduction, entre parenthèses fourneaux, sont détruites ou rarement en bon état de conservation. À Toumo dit dans le Vieux-Baoulé, les villages d'Assafou et d'Assakra recèlent de restes de la sidérurgie directe. On peut parler justement des travaux de Riester et de Fofana Lemassou, qui signalent une production de fer de près de 10 000 tonnes de scories de vestiges à Oumé, qui fait ainsi penser à une exploitation importante. Des restes de même nature ont été découverts à Agboville et au niveau de la lagune Tadio sur le littoral. Fofana 1993, qui est non Kaboré 2009. Je crois que la lagune Tadio, c'est du côté de Grand Lao, si je ne me trompe pas. Les investigations de Thiebi ont permis de découvrir en zone de forêt, à Issia, des sites métallurgiques constitués de gros amas de scories, concentrés le plus souvent près des bords des rivières. Les gros amas sont bien visibles, mêlés de morceaux de tuyères et de fragments de fourneaux. Thiebi 2009. Les recherches archéologiques sur la côte ivoirienne ont également mis au jour plusieurs sites métallurgiques dans la région de Sikinsi, notamment dans les villages de Bakanou et Bessedi et de Grand Laou, Lozoa. Mais il faut dire que Lozoa, c'est un village d'Ida, ce n'est pas un village à Vikam, qui ont livré plusieurs concentrations de scories
avec des fragments de tuyères, notamment Kwasi 2012, sont tous ces professeurs Kwaku Kwasi signé 2012. Des missions de terrain dirigées par l'APA et le laboratoire d'archéologie de l'ISAD ont abouti à la localisation de deux sites métallurgiques au bord de la lagune Abi, dans le village des Sankro, les travaux de Wisecom 2014. Les vestiges sont constitués d'amas de petites scories répandues en surface des buttes. L'un des sites dans le village fournit des dates au carbone 14 établies sur 4 échantillons de charbon de bois. Voir le tableau instituant l'activité métallurgique entre le 12e et le 13e siècle. Wisecom et apparaître. Vous voyez 12e et 13e siècle parce qu'on voit que par exemple les cases de tissu pilotis dans l'espace éotilé apparaissent au 12e siècle. Donc on est sûr qu'au 12e siècle, les éotilés sont présents. Et c'est ce que montrent les travaux notamment de Paulet, de Jean Paulet. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pensé pouvoir finir le travail, mais je pense que si je veux le faire, ce sera trop long. Je veux poursuivre, ce sera trop long et l'enregistrement risque de poser problème. Je vous remercie. Vous voyez donc que nos ancêtres ont laissé beaucoup de traces. L'archéologie, les recherches archéologiques ont besoin d'être poursuivies. Oui, 410 sites. Et je suis sûr que ce n'est même pas exhaustif encore. Il y a d'autres sites à découvrir. Voilà. Je voudrais féliciter et remercier les collègues archéologues pour le travail qu'ils font. D'ailleurs, souvent, j'ai attiré l'attention du professeur Kenon Kaboré et même aussi de Kwaku Kwasi Simon, de faire en sorte que vraiment les autorités, notamment dans le domaine du ministère, concernant le ministère de la Recherche scientifique et puis aussi de la culture, que l'on ait un laboratoire au carbone 14 pour dater ces objets-là en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.